Je m'appelle Maxime Loubard, j'ai 23 ans et je suis fondateur de Wise When You Speak, qui est une start-up en fait qui vient en aide à des personnes en situation de handicap qui ne peuvent plus du tout communiquer. Du coup, Wise, c'est une technologie oculaire qui est basée en fait sur le clignement des yeux et qui permet aux patients qui sont totalement paralysés, comme les patients atteints de la maladie de Charcot, de pouvoir en fait de nouveau communiquer. Donc en fait, on leur met des lunettes avec des petits capteurs infrarouges et on va pointer juste ici. Et lorsqu'ils vont battre des cils, on va rien repérer. Et lorsqu'ils vont vraiment cligner de l'œil, un clignement vraiment volontaire comme un clic de souris, auquel cas on va récupérer l'information et ça va sélectionner du coup sur une interface de communication qui est en fait une tablette. Il va pouvoir sélectionner son texte et faire parler la tablette. Alors comment c'est venu? On a cherché un acronyme, je crois qu'au départ on l'avait appelé en fait When You Speak parce que ça semblait évident. Et en fait on s'est dit que l'acronyme était vraiment intéressant parce que il y avait le mot yes dedans et c'est quelque chose d'un peu optimiste. Et dans Wise il y a Eyes et donc ça sonnait très bien et c'était joli à dire, 4 lettres. Facile. L'idée que j'ai eu tout petit en fait, quand j'avais 9 ans, ma grand-mère avait une maladie qui l'empêchait de communiquer, en fait, qui la paralysait totalement. Et donc je m'étais dit que plus tard je ferais une école d'ingénieur et bien après, quand j'aurais 40 ans et que j'aurais appris plein de choses, je pourrais peut-être créer quelque chose. Et en fait, à l'école d'ingénieur que j'ai faite en 4e année, j'ai une amie qui a eu une idée un peu similaire. On a décidé de le faire ensemble en projet étudiant. Il y a 3 autres personnes qui sont venues avec nous. Et du coup, en fait, on a travaillé ça pendant 2 ans et jusqu'à arriver à ce moment. Ça a démarré dans ma tête, ça a démarré dans la tête de mon ami aussi. On a rejoint. Et après, en fait, dans le cursus scolaire, on doit faire un projet scientifique par équipe. Et donc c'était le nôtre, on a décidé de proposer notre sujet, ça a été accepté, on l'a travaillé pendant 2 ans donc de manière étudiante. Vous savez ce que ça veut dire. Et juste évidemment en 5e année, il y a une soutenance de projet de fin d'études et là on s'est mis vraiment à fond. Et en fait pendant 2 mois on a travaillé mais vraiment comme des malades et on a sorti un prototype fonctionnel vraiment abouti. Et en fait on a la chance d'avoir un Fab Lab à notre école. Et du coup on a pu le fabriquer nous-mêmes, donc les soudures, fabriquer la boîte, la carte électronique, la carte mère, enfin, etc. On a vraiment tout fait nous-mêmes. Et ensuite on l'a testé avec des patients atteints de la maladie de Charcot essentiellement et atteints d'IMC, qui est une maladie infirmité motrice cérébrale. Un peu dans la même idée, pas tout à fait, mais grosso modo ça a le même impact. Et ensuite on l'a emmené dans des concours, et notamment 2 mois après notre soutenance, qui était amatrice. Hein. Notre soutenance elle était vraiment bon. On l'a réussi, c'était très bien, mais voilà. On a été au concours Lépine, et en fait dans les 2 mois entre la soutenance et le concours Lépine on l'a encore amélioré. Et c'est pourquoi au concours Lépine on a passé une semaine incroyable, on a rencontré plein de gens et on a eu la chance de remporter 3 distinctions. Les concours c'est une étape intéressante pour les startups au début de leur vie parce que ça leur permet plusieurs choses, ça leur permet de vraiment commencer à créer un pitch, un storytelling et vraiment à se recentrer sur le projet, à l'incarner parce qu'il y a des dossiers à faire, en fait ça apprend plein de choses de faire des concours. Après il ne faut pas tomber effectivement dans l'abondance de concours parce que je pense que c'est une perte de temps, une fois qu'on a la notoriété, faut faire. Mais au final ça nous a servi parce qu'on a rencontré plein de monde. En fait c'est ça, il faut exploiter les opportunités à côté du prix. C'est-à-dire que recevoir un prix c'est très bien, ça fait plaisir, etc. Mais c'est vraiment pas le plus important dans un concours. C'est les gens qu'on va rencontrer à côté et derrière les opportunités qu'on va pouvoir saisir. Étonnamment, avant de faire une école d'ingénieur, j'ai fait un bac STI 2D. J'étais le premier cru. Avec une spécialisation en énergie et environnement, donc rien à voir avec ce projet-là qui est plutôt orienté santé. Et j'ai rejoint en fait directement post-bac une école d'ingénieur, l'école centrale d'électronique. Et où en 4e année, 5e année, justement, j'ai pris une spécialisation énergie et environnement, ce qui rappelait un peu le bac. Et en parallèle de ça, j'ai fait des études une unité d'enseignement au CNAM en neurosciences appliquées au handicap pour vraiment justement comprendre par rapport au projet ce qui se passait tout simplement dans le cerveau, avoir une vision un peu plutôt médicale. Et après j'ai voulu continuer mes études. Donc je fais un master dans les physique à Paris Diderot, sur un master un peu avec des approches énergie-environnement aussi. Et à côté un master en entrepreneuriat. En fait, quand tu arrives dans l'entrepreneuriat, tu en as jamais fait et que tu n'as pas étudié, j'ai un peu d'une école de commerce, je connais pas vraiment les rouages, j'avais juste avec moi que ma détermination de voir le projet aboutir. Et après, le plus dur vraiment sur mon projet, c'est la partie technologique. En fait, il y a deux choses.
de choses. Il y a sur la partie technologique le fait de réussir à créer ensuite un dispositif médical, ce qui est très compliqué au niveau des normes, etc. L'autre problème, c'est, comme tu peux le savoir, le modèle économique. En fait, on a développé une technologie qui est inclusive, c'est son but, on veut permettre l'inclusion. Derrière, ça serait totalement incohérent de mettre à un prix qui ne permet pas de l'acheter. Disons que quand on parle de marché, c'est un petit marché. Si on parle juste d'un point de vue économique, je déteste ces mots, je suis désolé. Moi je les appelle mes patients ou les gens pour lesquels on doit venir en aide. D'un point de vue économique, quand on parle avec l'incubateur ou les gens qui s'occupent plutôt de la partie business model, ils parlent comme ça. Donc le marché est tout petit. Et tant mieux encore une fois. Et du coup, comme tu ne vends pas beaucoup de ta technologie, tu es obligé de le mettre à un prix très fort pour avoir un prix de revient qui permet d'assurer une stabilité. Et le problème, c'est que ce prix-là, qui peut aller jusqu'à 20 000 €, enfin, c'est quelque chose de très conséquent. Les autres entreprises qui font des choses un peu analogues, c'est entre 1 200 € et 15 000 €, grosso modo, et puis il y a des projets encore plus chers. Mais donc les gens ne sont pas prêts à acheter ça, ce que je comprends, tout simplement. Même si c'est une nécessité, ils n'ont pas les moyens. Enfin, et donc c'est pour ça qu'en conséquence, je suis en train de réfléchir à un tout autre modèle économique. Au début, j'ai porté un peu tout seul le projet. Et en fait, j'ai vite essayé de m'entourer. Donc j'ai une personne avec moi qui vient d'une école de commerce, donc qui me complète largement. Parce que moi je pensais que c'était un peu un mythe, l'ingénieur et le commercial qui se mettent ensemble pour faire une startup machin, mais en fait chacun son domaine de compétences. Maintenant, le fait de se sentir seul, il y a plusieurs raisons. Soit effectivement c'est des personnes très très proches qui n'y croient pas et qui préféraient qu'on vise une sécurité, ce qui est normal parce que le risque est pour celui qui crée. Très honnêtement, le risque est pour celui qui crée. Celui qui va dans une entreprise est assuré d'avoir à la fin du mois son salaire et c'est très bien comme ça. Et c'est pour ça que beaucoup y vont. Puis il y en a d'autres qui veulent tenter quelque chose. Puis on est dans un âge dans lequel on peut tenter, je pense, tous. Et donc on peut se retrouver seul dans certains de ces moments, et c'est pas les moments les plus faciles effectivement, mais c'est les moments vraiment où on peut se retrouver, où on peut vraiment savoir jusqu'à quel point est enracinée notre détermination. Je pense qu'il y a un problème dans le monde startup, ou du moins dans ce qui l'inspire aux gens qui ne sont pas du monde startup, c'est les licornes. Tout le monde pense à des licornes, chaque personne qui veut faire une startup se dit je vais tenter une licorne. Pas tous évidemment, je grossis les traits, mais grosso modo. Et en fait, cette vision-là, elle nous oblige à plusieurs choses. Elle nous oblige déjà à nous mettre des œillères, à dire si ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, même quand tout montre que ça ne va pas marcher. Et deuxièmement, ça nous pousse à ne viser que la rentabilité financière, ce qui pour moi n'est pas censé être le but de l'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut avoir une dimension d'impact dans la société, d'impact sociétal et d'impact social, mais ça c'est ma définition. Il y a des projets qui n'ont pas forcément d'impact social et c'est pas grave, mais qui au moins ait un impact sociétal réfléchi. Maintenant il y a un petit souci dans ce modèle-là, c'est qu'il associe performance économique et performance sociale, et que les deux sont dissociables, et qu'ils doivent être très puissants les deux. Sauf que, auquel cas, qu'est-ce qu'on fait des projets qui ont vraiment une grosse performance sociale et une très faible performance économique? Est-ce que du coup on doit les abandonner? Est-ce qu'on doit les accompagner? Est-ce qu'ils doivent changer leur business model pour devenir rentables mais du coup perdre en impact? Est-ce qu'on est obligé à chaque fois de rééquilibrer la balance pour récupérer un peu de performance économique au profit de la performance sociale? Et ça, j'en suis pas certain. Et c'est aussi un peu ce que je vais essayer de créer. La question de légitimité, je n'en ai que faire, très honnêtement. Parce que si vraiment il y avait une légitimité à demander, alors il y a des légitimités qui sont naturelles. Typiquement nos aînés, c'est pour moi des bibliothèques vivantes. Ils ont une légitimité de savoir sur la tienne, qui est sans doute différente de ce que tu peux apprendre, etc. Mais ils ont un enseignement de la vie que tu n'as pas ou pas autant, en tout cas, même si tu progresses plus vite qu'eux. Et je pense que, en fait, tout le monde a la légitimité de parler, dans le fond. Tout le monde, parce que chaque personne fait partie finalement de cette équation mondiale qui est l'humanité. Chaque personne peut prendre part à ça et donner son avis et émettre ses besoins, émettre ses désirs. Absolument. Il n'y a pas de... Qui pourrait donner la légitimité, en fait. Je pense que personne ne peut la offrir. Chacun doit la prendre. C'est un peu comme la liberté, ça se demande pas, ça se prend, à mon sens. Et après, ça c'est de l'audace. Peut-être qu'en fait, c'est tout simplement un fait actuel
où on nous dit bah voilà, si tu veux parler, si tu veux qu'on t'estime, bah fais des longues études, et si tu fais pas des longues études, du coup on va pas t'écouter de la même manière, etc. Je pense que c'est une aberration absolue. On a tous un cerveau, il est plus ou moins, on le remplit d'une manière ou d'une autre en fait. On est jeune qu'une fois. Et je dis pas ça dans le sens carpe diem YOLO, on va faire n'importe quoi, je dis ça dans le sens l'audace c'est maintenant, l'audace c'est quelque chose de notre âge. À 40 ans c'est plus de l'audace, c'est de la... J'ai vécu donc je fais, ça paraît normal. À notre âge c'est de l'audace, c'est de montrer que les adultes n'ont pas le monopole des bonnes idées et que même si eux y croient pas, finalement c'est pas eux qui font le monde de demain. Comme on disait tout à l'heure, je pense que bon, déjà il y a un fait, c'est que les jeunes ne sont pas du tout représentés en politique alors que c'est une part prépondérante de la population. C'est surtout encore une fois ceux qui feront le monde de demain. Et je pense qu'il y a une... effectivement on n'a pas l'expérience de la vie comme les personnes plus âgées. On a encore des lubies, on a encore des utopies, on est... Ok, c'est vrai. On a quand même des idées. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, les adultes n'ont pas le monopole des bonnes idées. Et ça, j'en suis éperdument convaincu. Et je pense qu'au contraire, au lieu de dire non mais les jeunes vous êtes trop machin, et que nous on dit non mais les vieux vous êtes trop has-been, arrêtons ça et essayons plutôt de créer un dialogue intergénérationnel. Parce que la politique doit se faire par tout le monde, ça c'est vraiment mon avis. Et donc il doit y avoir des jeunes. Et ce parti-là, il est génial, et les gens qui l'ont créé sont au top parce qu'ils ont compris qu'il y avait un vide à ce niveau-là. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que voilà, j'étais convaincu que j'avais des idées à transmettre et j'ai pas demandé la légitimité pour les transmettre. Et en plus, quand je me suis rendu compte, surtout, c'était des idées qui étaient partagées par d'autres personnes, par des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Donc bah, autant l'ouvrir. Je pense qu'à la base, il y a forcément, en chaque personne qui veut faire de la politique, une révolte interne de se dire le monde qui est devant moi, on me l'impose, il ne me plaît pas, et au lieu de juste rester dans la critique, de se dire j'aime pas, tenter de faire. Oser en fait. Et oser c'est déjà faire. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire la politique en fait, c'est juste... mais tu vois, je me considère pas du tout comme politicien. Et je pense qu'en fait chaque personne, si tant est qu'elle accepte de prendre sa légitimité en main, chaque personne devrait faire la politique. En fait, puisque c'est l'affaire de tous. C'est de la chose publique, alors autant faire, autant que tout le monde participe. Je pense qu'il faut être les deux. Je pense qu'il faut être les deux parce que finalement le pessimisme te permet d'entrer dans le réalisme et du coup d'avoir une vraie critique de ce qui se passe. Là où l'optimisme te permet de rentrer dans l'idéalisme. Et donc si tu as les deux, tu es capable d'être connecté à ce qui se passe et de tenter de transformer ça vers un autre idéal. Et donc il y a les deux, il y a une bonne balance pour le coup, le pessimisme et l'optimisme. Quelqu'un qui est totalement dans l'optimisme en fait rentre dans l'utopie. Et quelqu'un qui est totalement dans le réalisme, dans le pessimisme, rentre dans l'aigreur. Donc ces deux extrêmes-là, pour le coup, sont pas productifs. Je pense qu'il y a une harmonie à trouver entre les deux, entre le pessimisme et l'optimisme, qui te permet en fait de tenter de faire avancer les choses. Et j'avais lu une phrase, alors je ne saurais plus du tout te dire de qui elle est. J'avais lu dans Utopie réaliste de Bergman. Il citait quelqu'un. La phrase disait grosso modo l'idéal quand tu fais 2 pas devant, imaginons qu'il est à 10 pas, tu fais 2 pas devant lui, il recule de 2 pas. Et tu fais 2 pas devant lui, il continue de reculer de 2 pas. Et au final, tu seras toujours à 10 pas de lui, mais au moins tu auras avancé. Et cette idée-là, c'est vraiment pour moi le sens profond de l'idéalisme. Elle est parfaitement décrite ici. Il y a cette idée de voir d'où on part et d'être vraiment conscient de là où on est et avoir une critique et une analyse très profonde pour tenter d'apporter quelque chose de totalement nouveau dans l'idéal. Donc entre les deux. Et on aurait pu croire totalement optimiste. Je suis totalement optimiste par rapport à la start-up, il n'y a pas de problème. Mais dans la vie de tous les jours, il faut les deux, je pense. L'un sans l'autre, ça marche pas. Si on rentre que dans le pessimisme, bah, voilà, Xanax à fond. Si on rentre que dans l'optimisme, on est dans l'irréel. On est dans l'utopie. Parfois leur motivation profonde qui est magnifique et ultra saine est bousculée par des règles économiques ou que sais-je qui en fait déforment la pureté de l'action initiale
Et effectivement, ces gens-là, je leur souhaite beaucoup de courage, mais pour revenir à la conversation de tout à l'heure, la première chose à faire, c'est de prendre sa légitimité. Mais vraiment de la saisir, en fait. Parce qu'une fois qu'on a saisi notre légitimité, on est audacieux, on prend des risques, et il n'y a que ça qui nous permet de créer. On ne peut pas juste être tranquillement dans une position ultra sécurisée et que ça vienne à nous, ça ne marche pas comme ça. Et donc le conseil que j'ai à donner, c'est être audacieux, c'est oser. Oser. Vraiment. Court terme, c'est justement aboutir à ce modèle que je recherche pour ma start-up et essayer d'en faire quelque chose de viable et de ultra impactant pour les gens. Ça, c'est un objectif court terme. L'objectif long terme, c'est plutôt de faire aboutir les milliards d'idées que j'ai et d'en faire quelque chose. Bon, je sais que je les réaliserai pas toutes, mais au moins diffuser des idées ou tenter d'en concrétiser certaines. Et à moyen terme, revenir vers vous et qu'on fasse une autre interview pour que je vous raconte le modèle économique si jamais il a marché et qu'on fasse. Si chacun d'entre nous n'avait pas osé, n'avait pas pris des risques, n'avait pas tenté, on ne se serait pas retrouvés là, tous ensemble. C'est-à-dire que moi, si j'avais pas fait ma start-up, je ne serais pas là en face de vous à être interviewé, je vous en remercie. Et vous, si vous n'avez pas tenté de reprendre cette association pour en faire quelque chose de bien, on ne se serait pas rencontrés, en tout cas pas ici. Et effectivement, c'est lorsqu'on prend des initiatives comme celle-ci, lorsqu'on prend des risques, lorsqu'on ose, lorsqu'il y a de l'audace, on crée en fait des opportunités, des synergies et qui nous permettront derrière, sans aucun doute, de créer un futur pour nous, pour nos enfants, qui sera bien plus abouti encore que celui-ci.